Bonjour Yaz, très heureux de te revoir ici dans ton atelier dans le 10e Ouais. pour parler de toi bien sûr et surtout des dernières créations. Et au préalable, pour te présenter, voir un peu rapidement ton parcours. Mm. Tu es né en 1979 à Lyon Exactement. et tu as bénéficié, je crois, de l'enseignement aussi de l'école des Beaux-Arts Alors, de Lyon. ouais, j'ai pas été au Beaux-Arts directement, mais j'étais dans le bain, on va dire, des personnes, des étudiants qui allaient au Beaux-Arts, mais j'étais une espèce d'électron libre qui avait un atelier à côté. D'accord, J'ai jamais réussi le concours de Beaux-Arts. d'accord. Mais déjà, ton premier geste pictural, Mm. ça a été dans le milieu urbain. Bien sûr, Ah, par c'est le ça. tag. Par le Ouais, tag, ouais, c'est par le ça. tag, vraiment par la répétition de mon nom et par cette espèce de mouvement comme ça qui était la recherche de la lettre et puis bah, le spray, tout ce qui était imaginable comme projection et comme voilà. Donc tu étais resté vraiment un artiste au départ urbain, du street art. On peut Exactement, dire, hein. exactement, Donc, jusqu'au jour où j'ai commencé à travailler dans un atelier où je devais avoir 17 ans et j'ai commencé à peindre des tableaux. Et d'accord. tout d'un coup, ben, j'avais plus vraiment le besoin d'être actif dans la rue parce que Mm. j'avais tout ce dont j'espérais, tous les moyens de m'exprimer à travers l'art. J'étais complètement à l'aise dans le cadre d'un atelier. La rue, c'est un exutoire, tu vois, ça a vraiment été, moi, mon intimité, c'est comme ça que je me suis construit, si tu veux. Le graffiti, ça a été vraiment comme quelque chose qui m'a repêché, tu vois. Mais voilà, j'ai jamais en tout cas parlé de graffiti pour parler de mon travail. Le graffiti m'a construit en tant qu'artiste, tu vois. Voilà. Mais Ça a tu été mon es école. resté dans la technique du street art par l'action painting, Ouais, bien sûr. le draping, Ouais, etc. puis le format aussi. Ah, le format, ouais. Le format Donc, aussi, c'est-à-dire que moi j'ai commencé par peindre des murs, donc tout d'un coup voilà, c'est au format du bras, c'est une manière complètement enfin oversize, on est il n'y a pas de limite dans les outils du graffiti et dans les dimensions. C'est vrai que quand j'ai commencé à développer vraiment des séries de peinture, j'ai penché vers des formats assez grands voilà, qui me rappelaient un peu. et tu as quitté Lyon pour t'installer à Paris, je crois que c'est en 2004. 2004, comme hein, c'est ça, ouais, 2004. ouais. Hein. Et là, tu t'es installé déjà dans un atelier, tu as commencé. Je crois À Paris, quand je suis arrivé à Paris, ouais. Ouais. J'avais déjà des ateliers à Lyon, j'en avais eu 3 Mhm. avant d'arriver à Paris. Et mon premier atelier, il a été Porte de Saint-Ouen, voilà, en 2004. Et je suis resté quelques années. Et ensuite, j'ai eu 7 ateliers dans Paris jusqu'à arriver ici. Voilà. Et lorsqu'on voit tes œuvres, tes premières œuvres à Paris, il me semblait qu'il y avait beaucoup le visage à figuration au Tout le départ. temps. Ah, tout le Tout le temps. temps, mais c'était un prétexte pour moi pour la peinture. J'ai jamais parlé d'autoportrait ou de choses comme ça, mais ma manière de parler de ma vie, si tu veux, à travers ma peinture, c'était de rechercher un visage dans les compositions. Et puis, en même temps, c'était bien pour moi parce que je venais des enchaînements de lettres. Et tout d'un coup, quand j'ai transposé le tag dans l'atelier, c'est plus des lettres, c'était des visages et des personnages, quoi. Tu vois, c'est-à-dire tous ces enchaînements de formes, de lignes, il donnait naissance à un portrait. Mais aujourd'hui, il est toujours là, mais des fois, je suis le seul à voir, hein, tu vois. Ah, c'est Mais, ça. C'est devenu beaucoup plus moins visible, disons. c'est hein. comme si j'avais zoomé et dézoomé dans Exactement. le sujet, quoi. Ouais. Tu vois, c'est ça. On a l'impression que tu es parti d'une certaine figuration vers une forme d'abstraction, Ouais. mais tout en n'étant pas véritablement une abstraction, puisqu'il y a une partie invisible. Il y a dans une ton partie travail. invisible, et puis moi, je pense vraiment que la peinture appartient à ceux qui la regardent, vraiment, et je laisse toujours un moyen pour la personne qui va vivre ou qui va regarder le tableau de se l'approprier et voir quelque chose d'unique qui lui appartient, en fait. C'est vraiment ça. Moi, je passe beaucoup de temps, tu vois, à créer des formes, à réfléchir sur voilà, l'importance de cette tâche ici. C'est pour ça que je signe jamais mes tableaux devant aussi. Parce que je passe tellement de temps à laisser aller mon esprit dans des compositions abstraites ou figuratives, on les appelle comme elle veut, que j'arrive pas à rajouter une signature comme ça sur cette composition. Je signe toujours au dos, tu vois, parce que je veux pas donner de structure dans mes toiles. Je veux vraiment que le regard voilà, de la personne qui va regarder mes peintures, quoi, puisse s'approprier, enfin, tu vois, toutes ces choses-là, quoi. Et ce qui est remarquable aussi chez toi, c'est que tu étais une sorte de peintre explorateur, parce qu'il y a eu un déclic, tu m'as parlé, c'est en 2009, où tu as pensé justement à la broderie, Voilà. à l'apport de la broderie. Alors écoute, j'ai même pas, la vérité c'est que j'ai même pas pensé à la broderie. C'est la broderie qui est venue à moi. Mais vraiment, au moment où j'ai perdu ma mère, c'est parce que les choses se sont faites comme ça, j'avais commencé à tisser un lien avec des brodeuses au Maroc, tu vois. Et ma mère est partie,
Et bah, ces femmes ont retendu la main à travers ce fil. Tu vois, mais c'est vraiment le fil de vie, quoi. Tu vois, il y a quelque chose. Et des brodeuses du Maroc, dans un village, je crois, Tameslot. Voilà, exactement. Ouais, Où bah, un jour, j'ai eu besoin, j'étais en résidence là-bas chez un peintre qui s'appelle Mohamed Mourabiti et Mahi Bin Bin, c'est deux peintres importants marocains, et qui m'avaient permis de travailler chez eux en résidence dans leur atelier. Puis j'avais fait fabriquer des formats de 3 mètres par 2, mais j'avais pas de tissu. Pas de tissu assez large. Donc je me suis adressé à une coopérative d'artisans en imaginant qu'ils avaient une machine à coudre pour relier les deux pans de tissu. Et dans la nuit, le lendemain, quand je suis venu récupérer les tissus que je pensais assembler, sur toute la ligne de couture, il y a eu une ligne de broderie offerte par ces femmes. Donc j'avais pas de choix que de tendre sur mon châssis, et tout d'un coup, bah, la broderie était là, donc il a fallu l'incorporer. Et quand j'ai fait des essais de mouches arabiées, j'ai essayé de m'adapter un peu à l'esthétique, on va dire, orientale, ou quelque chose, tu vois, où j'essayais dans des mouches arabiées au départ, tu vois, c'était un peu ça, cette espèce de fenêtre complexe comme ça, on voyait dans lequel on pouvait voir au travers. Et en fait, c'était pas moi. Et ces femmes, elles ont tellement été pures avec moi que je me suis posé la question de savoir qu'est-ce que j'ai de plus précieux à confier à ces femmes. Et c'est elles, vraiment, qui m'ont permis de comprendre que depuis 15 ans, tous mes tableaux commençaient à plat par une composition jetée, par une tâche, tu vois. Et c'est cette tâche qui après allait m'amener vers un portrait, m'amener vers un monde intérieur, vers des choses comme ça, mais ça tout part de cette tâche. Et c'est cette tâche que je leur ai confiée, tu vois. C'est-à-dire au lieu de créer la première composition sur le tableau, j'ai mis un filtre. C'est-à-dire il y a un calque, je crée la composition, et cette composition, je la donne aux brodeuses. Ce qui a pris 30 secondes, tout d'un coup, elles vont broder cette tache d'encre. Donc elles vont étirer ce mouvement sur 3 mois. Mais c'est incroyable, justement cette synergie, cette relation entre un artiste peintre, et puis des artisans, des femmes. C'est comme ça. C'est énorme, c'est énorme. Ouais, mais tu vois, c'est vraiment, enfin moi c'est des frères d'affinité, je les vois vraiment comme ça. Peut-être que je lâcherai tout ça un jour, honnêtement, hein, j'ai aucune certitude sur l'avenir. Mais aujourd'hui, c'est vraiment ensemble qu'on construit. Et puis derrière tout ça, il y a un discours étonnant que j'ai découvert. Tu me parlais du cantique des oiseaux. Hein, derrière, il y a une philosophie, le soufisme et tout. Donc ça va très loin tout ça. J'ai parlé, tu deviens un peintre mystique. Il y a des choses comme ça. Il y a un peu de ça. Ouais. Explique-moi pourquoi cette révélation un peu du cantique des oiseaux. Alors, j'étais toujours dans ce travail avec le Maroc. Et un jour, je pense que c'est pas quelque chose qu'on choisit, le cantique des oiseaux. Un jour, il est arrivé sur ma table. Je ne l'ai pas cherché, on m'en a parlé, je l'ai tout de suite découvert. Et je l'ai ouvert, j'ai commencé à comprendre qu'on était dans une migration, dans un voyage intérieur. Et moi, j'ai jamais illustré de texte, j'étais pas du tout là-dedans. Là, c'est un recueil de poèmes, donc c'est encore plus complexe, tu vois. Et je me suis rendu compte que cette histoire, elle me parlait en fait, de ces oiseaux qui vont, comme ça, dans un voyage intérieur, en fait, se rencontrer eux-mêmes. C'est-à-dire suivre la huppe, qui est la conscience, qui est le guide de ces 30 oiseaux qui décident de rencontrer le phénix. Donc ils partent ensemble dans un voyage extraordinaire où ils vont se mettre face à leur tare, à leurs problèmes, à leur peur, tu vois, donc ils vont... Mais au-delà, effectivement, tu as raison, d'un discours d'oiseaux, ça nous touche, nous, en tant qu'humains. On parle des oiseaux pour parler des hommes. Exactement. C'est 30 oiseaux pour 30 critères psychologiques humains. Celui qui est dans sa cage et qui, au bout du compte, n'a pas forcément envie de partir. Il a trouvé son bonheur là, dans cette cellule. Donc la huppe lui explique la liberté et tout ça, il y a d'autres choses derrière cette cage, mais en fait il décide de ne pas y aller. Moi je me suis retrouvé là-dedans et je ne pouvais pas rester en place, c'est-à-dire que c'était une migration. Donc moi j'étais à Marrakech et il a fallu penser à une destination, travailler sur le même tissu avec deux continents, quoi. Tu vois. Mais justement, c'est ça qui est étonnant. Alors je disais, faire appel à des brodeuses du Maroc. Ensuite, trouver un discours étonnant sur le discours des oiseaux en rattachant au soufisme. Et puis maintenant d'autres passerelles géographiques, c'est-à-dire un autre monde qu'il va découvrir, c'est-à-dire ce pont entre Marrakech et puis Pondichéry. Pondichéry, voilà, parce qu'il fallait, c'est un point sur une carte, hein, tu sais, c'est vraiment comme ça. J'ai pris la carte de l'Inde, j'ai commencé à
à accumuler tous les articles de presse que je trouvais sur internet sur la broderie indienne. Et puis tout d'un coup, j'ai trouvé l'ouverture, j'ai trouvé la personne qui était, voilà, qui avait la capacité de dire ok, on met en place une série. Et qu'est-ce que tu apportes en plus Pondichéry au niveau broderie, inspiration? Le Maroc, c'est aller, on va dire, une vingtaine de fils, une vingtaine de couleurs. L'Inde, c'est une pièce grande comme l'atelier remplie de matière. Voilà. Donc on n'était plus du tout dans la même donne, mais au début, ils m'ont pris pour un fou, parce que quand je suis arrivé à Pondichéry avec 30 grandes broderies comme celle-ci, là, tu vois, qui a le point de Fès, ils m'ont dit, mais on sait faire ça. Pourquoi tu viens avec ça? Et en fait, quand ils ont regardé la broderie, la particularité de la broderie point de Fès, c'est que c'est la même recto-verso. Il n'y a aucune différence entre le recto et le verso, c'est exactement la même broderie. Il n'y a pas un fil en plus, pas un fil en moins. Et elles travaillent avec un rond, comme un tambour, qu'elles vont comme ça déplacer sur le tissu. Donc les Indiens, quand ils ont déballé les broderies, ils me disent on sait faire. Ils l'ont retourné, ils me disent mais attends non, pas du tout, c'est quoi ce truc? Et donc j'ai dit ok, on va reprendre cette broderie, on la tend sur les métiers à tisser en Inde, donc la broderie marocaine. Et moi, pendant que les brodeuses marocaines travaillaient sur cette broderie point de Fès, moi je dessinais les oiseaux. Donc j'étais prêt. Quand on a tendu la broderie en Inde, la broderie marocaine en Inde, il a fallu juste transférer mes dessins et remplir avec des matières indiennes. Et c'était vraiment pour illustrer un mouvement, quoi, une sorte d'architecture invisible, quoi, un truc que j'étais le seul à voir, quoi. Ben justement, pour terminer un peu ce qu'on disait sur tes différentes migrations, migration entre Marrakech, Pondichéry, il y a une nouvelle migration qui se dessine actuellement pour toi, bientôt. Ouais, alors là je vais prendre la direction du Nigeria et je vais travailler sur un... Je pense que je serai plus dans la figuration, vraiment là j'ai envie d'être dans quelque chose de totalement abstrait, dans vraiment des mouvements brodés. Et donc je commence là au Nigeria et je terminerai au Népal cette année, voilà, pour une fusion de broderie entre l'Afrique et le Népal. Voilà. Là, ça va être encore quelque chose d'étonnant à voir et à découvrir chez toi. Ouais, là je pense que ça va être beaucoup plus tribal que ce que j'ai fait avant. Tu vois, je pense que je vais vraiment rester sur des lignes, des courbes, des choses assez géométriques. Enfin, ça reste un mystère encore, mais voilà, c'est dans un mois et demi. Et ça, écoute, on te souhaite beaucoup de bonnes choses. Et puis cette découverte que nous aussi on attend instamment, de découvrir cette nouvelle migration et puis le résultat dans des nouvelles œuvres qui nous étonneront toujours. Parce que tu es un peintre qui nous étonnera et par ce que tu nous dis, tu nous révèles des dimensions qui n'apparaissent pas au départ, si vous voulez, en première lecture des tableaux, mais ce que tu nous dis là va beaucoup nous interpeller. Et c'est ça qui est extraordinaire, une peinture qui nous interpelle. Merci Christian.